Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous commencerons par notre habituel point sur les actualités du ministère, puis nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine aux forces terrestres, un partenaire particulièrement actif de la défense de l'Europe. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général de corps d'armée de Philippe de Montenon, commandant la force et les opérations terrestres, et commandant terre pour l'Europe. Il présentera les grandes missions de ces commandements dans le contexte de l'engagement marqué de nos forces en Europe de l'Est et de l'exercice Orion 26. Enfin, nous poursuivrons avec le point sur les opérations militaires avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Je débute avec l'agenda des ministres. Du 1er au 3 avril, Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, accompagne le président de la République dans le cadre d'un déplacement au Japon et en Corée du Sud. Un déplacement consacré aux enjeux de défense économique et culturelle. Le blocage du détroit d'Ormuz est aujourd'hui une préoccupation centrale, compte tenu de son rôle stratégique pour l'approvisionnement énergétique, et notamment pour le Japon et la Corée du Sud. Dans ce contexte, une vingtaine de pays dont la France se sont dit prêts à contribuer à la réouverture du détroit lorsque les conditions le permettront. L'objectif est de rétablir la liberté de navigation dans le respect du droit international. Cette visite est l'occasion pour la ministre d'échanger avec ses homologues japonais et coréens sur les enjeux communs de défense, renforçant ainsi la coopération entre nos pays. Toujours en lien avec le conflit au Moyen-Orient, la ministre déléguée Alice Ruffaut s'est rendue ce mardi au Liban pour réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté libanaise et explorer les pistes pour la paix. Lors de son déplacement, elle a remis officiellement 39 véhicules de l'avant blindés aux forces armées libanaises. Elle a rendu hommage aux soldats tués au Liban lors de l'attentat de Drakkar le 23 octobre 1983. Et la ministre déléguée a également rendu hommage aux 3 soldats indonésiens tombés au service de la paix dans le cadre de la FINUL lors d'attaques les 29 et 30 mars. La ministre déléguée s'est ensuite entretenue ce lundi avec Serhiy Boyev, vice-ministre de la Défense de l'Ukraine, afin de réaffirmer le soutien indéfectible de la France à l'Ukraine. Cet engagement est essentiel car il en va de la sécurité de l'Ukraine, mais également celle de l'Europe et celle de la France. La mise en place des garanties de sécurité robustes dans le cadre de la coalition des volontaires, la coopération énergétique, le soutien militaire et la poursuite des pressions sur la Russie en sont notamment les illustrations concrètes. Alice Ruffaut s'entretiendra également demain avec Matthew Whitaker, ambassadeur et représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN. La défense de l'Ukraine sera au cœur des échanges et une visite du quartier général opérationnel du Mont Valérien sera organisée à l'occasion. Passons maintenant aux actualités du ministère. Face aux défis sécuritaires actuels, il est essentiel d'entraîner régulièrement nos forces armées pour garantir leur réactivité et leur capacité à intervenir en tout lieu et en tout temps. Ainsi, du 30 mars au 10 avril, l'armée de l'air et de l'espace organise l'exercice Hermès 2026 à Tarbes. Cet entraînement majeur vise à évaluer la rapidité d'intervention et la capacité de projection des forces en contexte de haute intensité. Les équipes testeront notamment un dispositif d'évacuation médicale permettant de prendre en charge des blessés en milieu hostile, de leur stabilisation jusqu'à leur évacuation en vol. L'exercice mobilise l'escadron de transport Vercors, l'escadrille aérosanitaire 6-560 Étampes et des équipes médicales spécialisées. Il permettra de vérifier la coordination entre ces acteurs et leur aptitude à réaliser des soins critiques dans un environnement particulièrement contraint. Cela souligne les enjeux de la médecine aéronautique en conditions extrêmes. Alors que la force redevient centrale dans la conduite des relations internationales, comment préparer l'armée de terre aux défis de demain ? Chaque année, le commandement du combat futur organise le colloque de la pensée militaire de l'armée de terre. Cette année, il se tiendra le 13 avril à l'école militaire et il aura pour thème 2030, l'armée de la victoire. L'objectif est de montrer que le corps d'armée est la structure idoine indispensable pour faire face aux conflits futurs. Parlementaires, think tanks, experts et journalistes spécialisés seront notamment au rendez-vous.
Une occasion unique d'échanger sur les enjeux militaires de demain. Pour information, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 avril. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient, la France renforce sa capacité de défense. Le 31 mars, la DGA a commandé une 5e frégate de défense et d'intervention à Naval Group pour la Marine nationale. Une 4e avait déjà été commandée fin décembre 2025, prévue pour être livrée en 2032. Cette nouvelle FDI renforcera la flotte française qui comptera alors un tiers de ses bâtiments du premier rang. La première FDI, l'amiral Renard, a été livrée en octobre 2025 et elle réalise actuellement son déploiement de longue durée. Les livraisons suivantes s'échelonneront de 2027 à 2032. Le programme FDI piloté par la DGA est mené en étroite collaboration avec les industriels maîtres d'œuvre que sont Naval Group et ses partenaires Thales et MBDA. La Marine nationale sera à l'honneur ce week-end avec 2 événements. Ce samedi, le capitaine de frégate Alexandre Robinet prendra le commandement de l'escouade de réserve côtière de 5A Le Guildo Saint-Malo. La cérémonie sera présidée par le vice-amiral d'escadre Jean-François Queyrat, le préfet maritime de l'Atlantique. Basée sur le site du sémaphore de 5A Le Guildo, cette escouade, composée de réservistes, joue un rôle clé dans la défense du littoral breton ainsi que dans le renforcement des liens avec la population. Les escouades de réserve côtière participent notamment, en lien avec la chaîne sémaphorique, à des missions de surveillance du littoral et à la sécurisation des abords portuaires. Elles sont capables d'effectuer des missions d'assistance aux usagers de la mer en lien avec les autres administrations de l'État. L'engagement et l'expertise de ces marins sont essentiels pour garantir la sécurité des zones côtières et des activités maritimes. Enfin, la Marine nationale célèbre 2 anniversaires cette semaine. D'abord, les 80 ans de la base aéronautique navale de Lanbiwe, le 1er avril, c'est-à-dire 8 décennies de soutien aux missions de patrouille, de surveillance et d'intervention maritime de la Marine nationale. À l'occasion, un meeting aérien sera organisé le 10 mai. Ensuite, les 10 ans de la capacité nationale d'intervention à bord des navires. Grâce aux marins-pompiers de Marseille, la Capinave offre une réponse rapide et sécurisée aux sinistres en mer. Avant d'aborder le focus thématique, je souhaite revenir brièvement sur une information concernant le service national. Les vœux sur Parcoursup se sont clôturés hier. Et jusqu'au 1er avril, les jeunes avaient la possibilité de cocher l'option césure service national. Le service national, c'est l'opportunité pour les étudiants âgés de 18 à 25 ans de s'engager pendant 10 mois au service du pays tout en sécurisant leur parcours académique. Il s'agit d'une césure, une pause temporaire dans les études sans perdre la place obtenue dans une formation. Point important, la date d'hier n'est pas définitive. Une fois admis, les jeunes pourront toujours confirmer leur choix de césure et leur établissement sera alors informé du report de leur rentrée. À l'inverse, ils pourront également décider d'intégrer directement leur formation. Autrement dit, cocher cette option sur Parcoursup n'engage à rien. Cela permet simplement de garder cette possibilité ouverte au moment de l'admission. Le service national, c'est donc une année utile et enrichissante qui renforce le lien entre la nation et son armée et qui constitue aussi un véritable atout pour la suite du parcours des jeunes. Ceci conclut les actualités du ministère. Avez-vous éventuellement des questions sur ces actualités avant de passer au focus? Excusez-moi, Madame la déléguée, nous avons une question en audio de Parfait. John Irish pour Reuters. Quel message la ministre déléguée entend-elle adresser à M. Whitaker alors même que les États-Unis multiplient les attaques verbales et les mises en cause ouvertes de l'OTAN? Je vous remercie pour cette question et je pense que vous aurez la réponse auprès du cabinet de la ministre déléguée. Je poursuis donc avec le focus. Aujourd'hui, le contexte stratégique a profondément changé. Les conflits de haute intensité sont de retour aux portes de l'Europe et nous obligent à élever notre niveau de préparation. Dans ce cadre, la France assume pleinement son rôle, celui d'une puissance militaire majeure en Europe, engagée dans la défense du continent et d'un allié fiable au sein de l'OTAN. Notre crédibilité repose sur une capacité simple à énoncer, mais exigeante
à garantir, être prêt à agir vite, efficacement et toujours aux côtés de nos partenaires. Au cœur de cette capacité se trouvent nos forces terrestres. Leur préparation opérationnelle est essentielle. Elle est assurée par le commandement de la force et des opérations terrestres qui constitue un maillon de notre dispositif. C'est précisément le rôle du commandement Terre-Europe, faire le lien entre les armées, les forces françaises et leurs alliés, aujourd'hui engagés sur le flanc Est, notamment l'Estonie et la Roumanie. C'est aussi planifier, coordonner et conduire des opérations terrestres en intégrant pleinement nos partenaires. C'est dans cette logique que s'inscrit l'exercice Orion 26. Orion 26, c'est un exercice d'une ampleur exceptionnelle, interarmée et interalliée. C'est un jalon majeur dans la transformation de notre modèle d'armée, avec une ambition claire à l'horizon 2030, disposer d'un corps d'armée pleinement opérationnel capable de s'engager dans un conflit de haute intensité. Concrètement, cet exercice nous permet de renforcer notre interopérabilité, de consolider la cohésion entre alliés et surtout de nous préparer à un rôle clé, celui de nation cadre. Être nation cadre, cela signifie être capable de commander une force multinationale de niveau corps d'armée dans un cadre OTAN ou européen. C'est une responsabilité majeure et c'est précisément ce à quoi nous nous préparons dès aujourd'hui. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Philippe de Montenon qui va présenter plus en détail les grandes missions de ces forces terrestres. Général, je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci de votre intérêt pour l'actualité des forces terrestres. Je vais vous présenter en quelques minutes ce qu'est le double commandement que j'exerce depuis l'été dernier et essayer de vous montrer en quoi il est au cœur des enjeux de nos engagements actuels et futurs dans la zone Europe. Double commandement parce que par-dessus le commandement de la force et des opérations terrestres qui existait à Lille depuis la fin des années 90, on a créé le commandement terre pour l'Europe il y a 2 ans en raison de l'évolution du contexte et parce que ça répondait à un vrai besoin de coordination de nos opérations sur le flanc Est. Je vais vous dire d'où on vient, vous parler un peu plus longuement de ce commandement terre pour l'Europe et de son actualité, et puis quelques mots aussi sur Orion et la façon dont les forces terrestres s'inscrivent dans Orion et dont ça a bénéficié aussi au commandement terre pour l'Europe. Suivante, s'il vous plaît. Alors, d'où nous venons? Nous venons du commandement des forces terrestres installé à Lille en 1998, dans une période de grande réarticulation des forces armées, de diminution de leur format. Et en fait, à Lille, il y a toujours eu, notamment pendant la guerre froide, un commandement de première importance pour l'armée de terre. Et à la fin des années 90, c'était à l'époque le 3e corps d'armée. Et quand le 3e corps d'armée a été dissous, on a installé à Lille le commandement des forces terrestres, qui en fait commande la majorité des forces terrestres. 75% de l'armée de terre, 80 000 hommes et femmes sur les 110 000 d'actifs que compte l'armée de terre sont commandés à partir de Lille, avec une responsabilité de commandement classique, c'est-à-dire de donner du sens, contrôler l'exécution des ordres, et puis plus spécifiquement d'entraîner les forces. Ça, c'est vraiment ma première responsabilité, c'est entraîner les forces pour répondre aux sollicitations de la chaîne des opérations interarmées et aussi transformer ces forces, organiser leur équipement, organiser l'évolution de leur commandement en fonction d'une politique qui, elle, est plutôt fixée par l'état-major de l'armée de terre. Alors aujourd'hui, le commandement des forces terrestres, exercé donc à partir de Lille, il s'exerce en fait sur un niveau N-1, si vous voulez, qui est 7 entités. D'abord un poste de commandement du 1er corps d'armée qu'on appelait jusqu'à présent le CRRFFR, le corps de réaction rapide France, qui lui aussi est basé à Lille, qui est installé dans la citadelle de Lille, commandé par le général Desmeules. Et donc ça, c'est mon premier grand subordonné, c'est ce poste qui a la capacité à commander un corps d'armée de 50 000 hommes. Et puis ensuite, 6 commandements de niveau divisionnaire, nos 2 divisions de l'armée de terre, l'une basée à Besançon, la 1re division, l'autre à Marseille, la 3e. Et 5 autres commandements qui en fait soutiennent l'action du corps d'armée dans des domaines spécifiques. Donc il y a un commandement de l'action spéciale terre, force terrestre et influence qui est basé à Pau, un commandement de la logistique qui est colocalisé aussi avec mon poste de commandement à Lille, un commandement du numérique et de l'action cyber qui est basé à Rennes, et le dernier, c'est le commandement de l'action dans la profondeur et du renseignement qui est basé à Strasbourg. Et puis le dernier commandement de niveau divisionnaire, c'est le commandement de l'entraînement qu'on appelle COM-ECIA qui est basé à Mourmelon.
Voilà, donc ça, c'est l'organisation de la force terrestre aujourd'hui, et elle continue à remplir sa mission, qui est préparer les forces à s'engager au combat. Les grands défis de ce commandement aujourd'hui, dans le domaine des opérations, c'est continuer à répondre aux sollicitations de l'état-major des armées et à honorer nos contrats opérationnels. L'armée de terre, c'est à peu près 30 000 hommes et femmes en posture opérationnelle, soit engagés au combat, soit en posture d'alerte sur le territoire national, dans nos outre-mer et à l'étranger, avec aujourd'hui une priorité sur le territoire national, Sentinelle, qui a connu un surcroît d'engagement dans le contexte de la crise au Proche et Moyen-Orient, nos outre-mer toujours, la crise au Proche Moyen-Orient dans laquelle on a plusieurs centaines de soldats des forces terrestres engagés, et puis toujours nos 750 hommes de la force des Nations Unies au Liban, toujours une présence en Afrique, très nettement réduite par rapport à ce qu'elle pouvait être il y a 5 ans, mais on continue à honorer des partenariats avec les pays africains qui nous sollicitent, et puis notre présence à Djibouti. Et puis notre gros sujet, et mon gros sujet, c'est notre engagement en Europe qui a justifié la création du commandement terre pour l'Europe. En matière d'entraînement, mon focus aujourd'hui, on pourra y revenir, c'est assurer un entraînement vers le combat de haute intensité, faire en sorte que nous soyons prêts à l'hypothèse d'engagement la plus difficile, avec clairement un œil sur ce qui se passe en Ukraine, en imaginant un combat avec un niveau de consommation de munitions qu'on n'a pas connu depuis très longtemps, avec un environnement dronisé, un environnement numérisé, un environnement robotisé. Et tout ça, on fait en sorte que l'offre d'entraînement qu'on a pour nos forces terrestres lorsqu'elles passent dans nos centres d'entraînement, comme à Mailly-le-Camp par exemple, eh bien, elles soient au maximum calées sur la réalité du combat de haute intensité. Et puis, nous continuons à transformer les forces terrestres. Alors, elles ont connu une transformation de leur structure pour arriver à ce que je vous ai présenté, qui a été très significative dans les 5 dernières années, qui ont été les années de mandat du chef d'état-major de l'armée de terre actuelle. Elles continuent à se transformer avec une direction principale qui est disposer en 2030 d'un corps d'armée complet. Et aujourd'hui, ce corps d'armée, on en a quasiment tous les morceaux, mais il nous faut encore certaines des capacités qui vont être permises par la loi de programmation militaire, et notamment une plus grande épaisseur logistique et des capacités de feu dans la profondeur. Voilà, c'est ça qui nous permettra d'avoir un corps d'armée complet en 2030, et c'est de cette façon-là qu'on transforme les forces terrestres. Et puis enfin, il y a le sujet service national. Sur les 3000 appelés du service national que les armées vont accueillir en fin 2026, les forces terrestres en accueilleront 1800. Donc nous sommes le plus gros employeur des forces terrestres. Et donc nous avons défini des postes, nous avons défini un parcours de formation et la façon d'employer ces appelés, avec vraiment la volonté que cette première année soit une pleine réussite. Et c'est vraiment un projet qui recueille l'adhésion de l'ensemble de nos unités. Voilà pour l'historique, la mission historique du commandement de la force et des opérations terrestres. Et puis je vous disais en 2024, création du commandement terre pour l'Europe, dont l'insigne est le lion des Flandres. Et donc aujourd'hui, chacun de ceux qui sert dans mon état-major porte les 2 insignes, celui de la force terrestre et celui du commandement terre pour l'Europe. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'il y avait un besoin croissant de coordination de notre action sur le flanc est de l'Europe. On était déjà engagé dans les pays baltes au titre de l'OTAN depuis en gros 2016, je crois, mais clairement l'invasion de l'Ukraine et nos déploiements en Roumanie, et puis la validation aussi des plans régionaux de l'OTAN ont créé un focus supplémentaire sur cette zone Europe, avec un niveau de complexité très important, parce qu'il faut à la fois dialoguer avec les structures de commandement de l'OTAN, avec celles de l'Union européenne, et puis aussi avec chacun des partenaires de la zone, et en particulier dans les pays dans lesquels nous sommes susceptibles d'engager nos forces. Et avant la création des commandements terre pour l'Europe, tout ça a été géré en direct par l'état-major des armées, par le centre de planification et de conduite des opérations, mais ça faisait une charge trop importante. Il fallait créer ce commandement zonal de niveau opératif pour gérer tout ça. Et en fait, ça répondait aussi à un manque dans le domaine terrestre, en miroir de ce qui existait déjà dans la marine et dans l'armée de l'air. Le commandement terre pour l'Europe, c'est le miroir du commandement pour l'Atlantique, ou du commandement pour la Méditerranée, commandement maritime. C'est aussi le miroir du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes basées à Lyon pour l'armée de l'air. Donc ce nouveau commandement, il complète toute la panoplie des commandements capables de coordonner nos opérations en Europe.
C'est un commandement de niveau opératif. Alors, sans vous faire un cours de doctrine, c'est quoi de l'opératif? C'est entre le stratégique, qui est le niveau politico-militaire, et le tactique, qui sont les unités, bateaux, régiments, etc., qui manœuvrent sur le terrain. Et on peut résumer ça à un commandement régional, en fait, à qui on ordonne d'appliquer une stratégie. Et donc, moi, mon donneur d'ordre dans ce cadre-là, c'est le CPCO. J'applique la stratégie signée par le CEMA pour l'Europe et on m'a confié des moyens. Et avec ces moyens, je déploie ces unités sur le flanc Est. Suivante. Quels sont ces principaux déploiements et quelles sont les unités sur lesquelles j'exerce ce commandementaire pour l'Europe? Eh bien, premier souci, premier point d'attention, c'est le soutien à l'Ukraine, l'action des forces terrestres dans le soutien à l'Ukraine. Alors c'est dès maintenant, par exemple, la formation des forces armées ukrainiennes, qui est faite dans certaines de nos unités en France, qui est faite aussi en Pologne, sous l'égide de l'Union européenne et qui se poursuit et qui apparaît efficace déjà de la vie des Ukrainiens et qui en plus nous permet de vraiment rester au contact de ce qu'est la réalité du combat en Ukraine. Et puis, si la coalition des volontaires se déploie, j'exercerai au titre du commandementaire pour l'Europe le contrôle national de notre engagement terrestre. Et donc, dès aujourd'hui, je veille à assurer la cohérence de la participation terrestre à cette coalition des volontaires en liaison avec son poste de commandement qui est basé au Mont-Valérien, vous le savez. Premier sujet, première priorité, donc l'Ukraine. Deuxième priorité, plus à l'ouest, c'est notre déploiement sur le flanc est de l'Europe pour exercer la mission que nous confie l'OTAN, Deter Ready to Defend, dissuader, en mesure de défendre. Et pour ça, vous savez, la France est nation cadre de ce déploiement en Roumanie. Elle exerce le commandement des forces de l'OTAN en Roumanie. Alors, sous l'égide de la chaîne de commandement de l'OTAN et bien sûr en liaison avec les Roumains, mais elle en est nation cadre. Et puis elle participe au déploiement de l'OTAN en Estonie, mais cette fois-ci sous commandement britannique. Ça, c'est ce qu'on appelle nos unités de Tier 1, c'est-à-dire celles qui sont déjà déployées et qui, par ce déploiement, exercent cette mission de dissuasion. Et puis les plans régionaux de l'OTAN, ils prévoient tout un système de renforcement Tier 2, Tier 3, avec des délais d'alerte et de déploiement qui sont calibrés. Et nous avons des unités terrestres qui sont en alerte pour participer à ce déploiement. Et par exemple, dès l'été prochain, nous prendrons l'alerte dans le domaine terrestre pour une année complète. Et c'est l'état-major de la 3e division de Marseille qui s'est préparé à cette mission et qui sera d'alerte à partir de cet été. Je souligne d'ailleurs que dans le processus de certification qu'elle a connu, elle a été certifiée avec les félicitations du centre de certification OTAN qui est basé en Norvège. Et donc cette 3e division qui... pour dire les choses clairement, connaissait assez mal l'OTAN il y a un an. Elle s'est pleinement préparée et avec succès, elle sera au rendez-vous de cette alerte. Et puis, 3e niveau d'alerte, c'est la capacité à déployer un corps de réserve stratégique, donc un corps d'armée de 50 000 hommes que la France a la capacité à commander avec le poste de commandement du 1er corps d'armée. Des corps d'armée, il y en a qui sont déployés tout le long du flanc est de l'OTAN, du nord de la Finlande jusqu'au sud de la Bulgarie. Ce sont les unités de premier échelon. Nous, notre engagement vis-à-vis de l'OTAN, c'est avoir un corps de réserve stratégique qui soit capable, en quelques mois, de se déployer n'importe où sur le flanc est pour aller renforcer le dispositif, pour aller poursuivre les opérations. Ça veut dire qu'il n'est pas simplement susceptible de se déployer en Roumanie ou en Estonie. Il peut encore une fois se déployer tout le long de ce flanc est. Ça nous oblige à connaître cet environnement, à connaître les pays du flanc est, à connaître le terrain, à savoir comment ils résonnent, leur ennemi, leur temporalité, etc. Et donc, mon effort actuel, il est notamment porté sur la connaissance de ces partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons des forces terrestres qui participent à tout un ensemble d'exercices de l'OTAN dans, par exemple, les pays scandinaves. Vous avez peut-être suivi que le mois dernier avait lieu l'exercice Cold Response qui s'étalait sur la Norvège et la Finlande. Eh bien, nous avions des unités françaises dans ces deux pays pour participer à cet exercice. Nous sommes de plus en plus présents en Pologne pour nous exercer avec les Polonais. Alors, on ne peut pas être présent dans tous ces pays-là en même temps, mais j'ai vraiment la volonté de mieux connaître l'ensemble de ces zones de déploiement potentielles. Voilà, voilà tout pour le commandementaire pour l'Europe. On pourra compléter ça dans les questions si vous le souhaitez. Quelques mots maintenant sur Orion pour terminer. Orion, donc vous savez que c'est un exercice qui se déroule en 4 phases, qui a débuté en janvier, qui se terminera
début mai. Et nous venons de terminer la 3e phase d'Orion, qui était axée sur le territoire national et avec un scénario de crise lié à un conflit de haute intensité. Et puis nous allons en avril jouer la phase 4 d'Orion, qui sera essentiellement un combat terrestre dans lequel on va pouvoir engager le poste de commandement du 1er corps d'armée et le faire certifier dans sa capacité à commander avec des structures plus légères et renouvelées. Et puis on va aussi engager la 1re division qui va s'entraîner dans l'Est de la France au combat de haute intensité avec un certain nombre de partenaires alliés. Le tout pour cette phase-là, pour cette 4e phase d'Orion, étant joué dans un scénario sous commandement OTAN. Les premières phases d'Orion, c'était une opération de coalition dirigée par la France. Et dans le scénario, on fait évoluer les choses et on imagine que l'OTAN déclenche une opération et on se place sous son commandement. Je tiens à dire que cet exercice qui est d'ampleur assez considérable, vous le voyez avec les chiffres sur cette diapositive, il est particulièrement bénéfique pour les unités qui y participent. Dans la phase 2 d'Orion, qui était la phase de février, où on s'entraînait à commander en coalition, en fait, le commandementaire pour l'Europe a été ce qu'on appelle Primary Training Audience, c'est-à-dire que c'était lui qui était le pion, le niveau entraîné par les autres qui en fait agissaient pour lui en animant son état-major pour l'entraîner à planifier, à prendre des décisions et à conduire. Ça s'est joué sur une semaine et vraiment, en tant que chef de cet état-major, j'ai grandement bénéficié de cette phase-là. J'estime que mon état-major est beaucoup plus prêt maintenant qu'avant cet exercice. Et puis j'attends avec impatience Orion 4 justement pour entraîner mes unités subordonnées, le 1er corps d'armée et la division. Voilà, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Général. Question. Alors, le temps que vous prépariez vos questions, je voulais nous demander quels sont les progrès concrets réalisés jusqu'à présent dans la transformation de nos forces terrestres et quels sont les prochains jalons clés. En fait, la transformation des forces terrestres, encore une fois, elle a été lancée par le général Schill il y a 5 ans et elle porte le modèle de armée de terre au combat. Et il a fallu déjà transformer les forces terrestres pour constituer la capacité à déployer un corps d'armée. Et donc la création de tous ces commandements que vous voyez sur la carte de France tout à l'heure, elle est le fruit de cette transformation du commandement. Et puis aussi aujourd'hui, tout notre entraînement, toute notre action de préparation opérationnelle, elle est dirigée vers la haute intensité, vers un scénario européen, vers un scénario qui privilégie un engagement dans un cadre OTAN. Et donc il a fallu passer d'un entraînement vers des déploiements en Afrique, où on s'entraînait à des opérations de contre-terrorisme, où on était beaucoup axé sur les questions de combinaison entre l'action militaire, l'action de développement, l'action diplomatique, à la haute intensité, dans un environnement hautement dronisé, c'est-à-dire avec une pression extrêmement forte sur les unités de mêlée. Je dirais le deuxième marquant de cette transformation, c'est ça, c'est la transformation vers de l'entraînement de haute intensité. Et puis le troisième et dernier, c'est la génération de l'innovation dans les forces terrestres. Favoriser l'innovation dans chacune des unités. Le général Schill s'est appuyé pour ça sur des budgets qu'il a confiés jusqu'au niveau des chefs de corps. Chacun de ceux qui commandent des régiments de 1000 hommes dispose d'une enveloppe qu'il peut utiliser à innover, à développer de la robotisation, mais beaucoup en fait s'attachent à développer des drones. Donc ils ont acheté des imprimantes 3D, ils achètent des composants et ils imaginent des façons d'innover. Ils imaginent aussi des façons d'innover dans la gestion des transmissions, puisqu'on observe que dans des conflits comme l'Ukraine aujourd'hui, on peut communiquer par nos radios militaires, mais on peut aussi communiquer en utilisant le réseau GSM s'il est disponible, les transmissions par satellite. Il faut qu'on ait des moyens qui soient capables d'utiliser tout ça. Donc c'est ça le sens de la transformation. Merci beaucoup, Général. Je crois qu'on a 2 questions en audio. Oui, tout à fait. Une question d'Aude Leroy, journaliste indépendante. Quel est le montant de ces enveloppes et le total et est-ce prévu pour 1 an ou pour plus ? Actuellement, il est de l'ordre de 150 000 € par unité et le général Schill s'attache à essayer d'obtenir une enveloppe un peu plus large que ça. Il parlait cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu son interview dans Le Point, de création d'une marketplace. L'idée d'une marketplace, c'est de faire en sorte que
quand des unités ont testé des petits équipements, on ne parle pas de gros équipements structurants, de chars, etc., on parle de petits équipements type des drones, et qu'elles voient que ça présente une plus-value opérationnelle, elles se soient mis dans un catalogue, et qu'avec ces budgets qu'on espère croissants, les unités puissent acquérir ces matériels pour continuer leur innovation. Merci. En complément, mon général, combien d'unités en bénéficient ? Toutes les unités de l'armée de terre, toutes celles que je commande bénéficient d'un budget de subsidiarité. J'ajoute que, en complément de cela, il y a un autre commandement que je n'exerce pas, qui est celui du combat futur, du général Baratz. Et lui, il mène des projets exploratoires et il dispose aussi d'un budget pour confier à chacune des brigades de l'armée de terre, des 14 brigades de l'armée de terre, une mission de pôle exploratoire. Par exemple, la 11e brigade parachutiste développe des moyens innovants pour la lutte, la défense solaire dans la basse couche. Eh bien, elle dispose d'une enveloppe pour développer des outils pour ça. Bonjour, je suis Daniela Coman, correspondante de Radio Roumanie en France. S'il vous plaît, est-ce que la France envisage d'envoyer davantage de militaires en Roumanie, s'il vous plaît ? Alors, la France est prête à le faire, et ça, c'est au titre des plans régionaux de l'OTAN. Il y a tout un système de renforcement que j'expliquais tout à l'heure, avec des forces qui sont en alerte et qui sont prêtes à se déployer très rapidement si le besoin s'en fait sentir. Et on l'a prouvé d'ailleurs, puisque en automne dernier, on a déployé un élément de niveau brigade. En ce moment, on a un bataillon de l'ordre de 1000-1500 hommes en Roumanie. On a été jusqu'à déployer plusieurs milliers d'hommes supplémentaires, plusieurs centaines de véhicules, dans des délais contraints à travers l'Europe, et c'était vraiment pas simple, pour prouver qu'on est capable d'exécuter les plans régionaux de l'OTAN. Mais il n'y a rien de concret pour la période suivante. En fait, on va continuer à s'entraîner, et donc régulièrement, on va faire des exercices de renforcement comme ça, mais on n'a pas prévu d'engager davantage d'unités de premier échelon en dehors de ce scénario d'exécution des plans régionaux de l'OTAN. C'est là où l'OTAN exerce vraiment son rôle, c'est d'avoir obtenu un consensus politique et une validation sur des plans qui sont huilés, qui sont prêts à être exécutés et sur lesquels on s'entraîne régulièrement, qui prévoient le renforcement en Roumanie, en cas de besoin. Aurélien Colli, France Inter, Radio France. Je voulais juste vous demander, il y avait un projet de division 2027. Comment il s'insère dans l'exercice Orion 26 ? Est-ce qu'il existe déjà ou est-ce que... Alors, effectivement, je vous disais, la transformation de l'armée de terre, elle vise à disposer d'un corps d'armée complet avec l'ensemble de ses appuis, de sa logistique en 2030. Une étape intermédiaire, je n'ai pas voulu être trop technique là-dessus, mais c'est le fait de passer par une division, c'est-à-dire de là un volume de 15 000 hommes qui soit bon de guerre en 2027. On avait une étape avant cela qu'on a réalisée, qui était avoir une brigade, c'est-à-dire à peu près 6 000, 7 000 hommes, bons de guerre en 2025. Donc on a coché cette case-là, on va cocher la case de la division en 27, et puis l'objectif final, c'est le corps d'armée en 2030. Et en fait, la division qui s'exerce dans Orion, la 4e phase d'Orion, c'est la division qui doit être bonne de guerre en 2027. Oui, justement sur l'innovation et l'intervention des drones, je crois qu'il y a un exercice, l'escadron de chasse à Mailly. Vous pouvez en préciser un petit peu peut-être ? Vous savez, Mailly, c'est là où on a notre centre national d'entraînement tactique, et c'est là où on est capable de créer les conditions qui se rapprochent le plus de la réalité du combat de haute intensité. Parce que le terrain est assez grand, parce qu'on dispose de moyens de simulation, et parce qu'on fait manœuvrer face à des unités blindées amies qui s'entraînent, d'autres unités blindées qui connaissent parfaitement le terrain et qui les testent. Et chacune des unités qui passent dans ce centre d'entraînement, elle ressort avec une note, avec des commentaires sur ce qu'elle doit améliorer. Et en fait, tout dernièrement, on a testé une force ennemie différente de celle qu'on testait habituellement. Et donc, on a fait manœuvrer face à ceux qui s'entraînaient un escadron de drones, le premier escadron de ce qu'on appelle le drone de chasse de l'armée française. Et on a vu comment la manœuvre évoluait et à quel point une saturation de l'espace par des drones pouvait geler la manœuvre des blindés au sol. Et en cela, on a quand même retrouvé beaucoup de ce qu'on lit des enseignements du combat en Ukraine. Bonjour, Franck-Alexandre RFI. Donc, vous évoquez la haute intensité, il faut y être prêt. Néanmoins, vous avez bien parlé de 2 trous capacitaires, la logistique, les faux dans la profondeur, les rues n'ont plus que quelques mois d'existence. Quand est-ce qu'ils seront remplacés ? Combien de systèmes ? Et puis... J'ai pas utilisé le mot trou capacitaire.
J'ai dit que c'était les capacités essentielles qu'on voulait acquérir avec ce que nous confie la loi de programmation militaire. Et j'ajoute que pour parler des LRU, certes, ils vont être remplacés, mais aujourd'hui, ils sont pleinement employés. Les LRU sont déployés en Roumanie et puis les moyens de radar d'artillerie associés sont déployés au Liban. Donc oui, ça fait partie des questions capacitaires du moment de choisir le successeur du LRU. Et le CEMAT espère que ce choix sera fait dès cette année parce que ça confirmera la perspective de nouvelles capacités de feu dans la profondeur à l'horizon souhaité qui est 2030. Je ne sais pas si le représentant de l'EMAT veut compléter ça. Colonel Garmabon. Il faut maintenant que la nature de ce système d'armes qui succédera au LRU soit tranchée. L'objectif est bien de les avoir, d'en disposer pour avoir des éléments organiques de corps d'armée opérationnels en 2030 avec le premier corps d'armée. Oui, mon général, une question d'Olivier Berger pour la Voix du Nord. Le passage du CRRFR en premier corps d'armée change-t-il quelque chose à ses capacités ou est-ce un affichage symbolique et politique? Non, il n'y a pas de changement profond de ces capacités, pas de transformation. Ce qu'on peut noter, c'est que le système des postes de commandement du premier corps d'armée a évolué pour là aussi s'adapter à un conflit de haute intensité. On a vu qu'en Ukraine, les postes de commandement étaient des cibles essentielles de part et d'autre et que plus ils étaient gros et plus ils étaient lourds et statiques, sédentaires, plus ils étaient visés et fragile. Et le général Demeule, qui commande ce PC du premier corps d'armée, s'est attaché à adopter un système de commandement beaucoup plus agile, qui s'appuie en particulier sur la citadelle de Lille, mieux protégée en Ridgeback, et puis qui fait manœuvrer des postes de commandement très légers. Et il a présenté ça notamment au commandement des forces terrestres de l'OTAN et a recueilli son approbation. Bon, Général, bonjour. Christophe Vignon pour le Maritime Défense Expert. Vous avez évoqué tout à l'heure les formations d'unités ukrainiennes. Les formateurs viennent-ils de la première division ou de la troisième division ou est-ce qu'ils viennent d'autres régiments ou divisions? Est-ce que vous avez aussi en tête le nombre de formateurs qui sont dédiés à ça et puis bien sûr les personnes qui ont été formées? Merci. Merci de cette question. En fait, ces formateurs, ils tournent à peu près tous les 4 mois, enfin pour ceux qui sont déployés en Pologne, parce qu'en complément, il y a tout un ensemble d'autres formations, et notamment délivrées en France. Et cette mission, elle a, je crois, 3 ans d'existence déjà, donc il y a beaucoup d'unités qui ont tourné. Des unités qui sont généralement des régiments d'infanterie, qui appartiennent soit à la première division, soit à la troisième division. Et on fait en sorte que chacune des brigades de l'armée de terre se voit confier à un secteur, une région d'engagement privilégiée pour 18 mois, et qu'elle tourne, que si elle a été focalisée sur l'Europe et donc a fourni ses entraîneurs en Pologne pendant une période, et bien après elle soit focalisée sur l'Afrique ou sur le Pacifique par exemple. 2 questions de Nicolas Barotte pour Le Figaro. Faut-il revoir les plans de l'OTAN dans une hypothèse d'un engagement américain plus faible pour la défense de l'Europe? Et en ce qui concerne Orion, pouvez-vous détailler les enjeux de l'exercice, notamment la manœuvre blindée ou l'utilisation des drones? Alors, pour la première question, elle est de nature assez politique et je ne voudrais pas rentrer dans des spéculations sur les intentions américaines. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun changement dans la façon dont ces plans continuent à être développés, dans la façon dont on continue à s'entraîner dessus et dans ce qu'attendent de nous d'ailleurs les structures de commandement de l'OTAN, dont vous noterez qu'elles sont généralement commandées par des Chino-américains. Donc pas de changement de ce côté-là. Les plans existent, on les travaille et on s'opérationnalise dessus. Et ensuite sur Orion 4, donc la phase d'Orion qu'on va jouer au mois d'avril, oui bien sûr, on va jouer la haute intensité et en particulier lorsqu'on passera dans les camps d'entraînement de l'Est où il est possible de faire voler des drones, de tester un certain nombre de choses parce que vous percevez bien qu'on ne peut pas s'entraîner n'importe où à la haute intensité, on ne peut pas faire voler n'importe quoi dans l'espace civil, utiliser des moyens de guerre électronique et ainsi de suite. Et donc on le fera sur certains des secteurs, certains des morceaux d'Orion, on jouera le maximum de réalisme avec des drones notamment. Bonjour, Hussein Kneber, la chaîne Al Arabiya. 3 incidents entre l'armée israélienne et le contingent français de la FINUL ont eu lieu samedi dernier dans la zone de Nakura au Liban Sud. Dans un de ces incidents, des soldats israéliens auraient pointé leurs armes sur le chef d'état-major de la FINUL, Paul Sanzi, qui a été ordonné de quitter les lieux. Confirmez-vous ces incidents et dans l'affirmative, quelle est votre réaction, sachant que 3 casques bleus ont été tués la semaine dernière au Liban Sud? Merci.
Alors, si vous voulez bien, comme ce sujet échappe à ma compétence, je vais passer la parole au représentant de l'état-major des armées, le colonel Vernet. Merci pour cette question. Donc, le sujet a déjà été évoqué plutôt au niveau politique. L'exercice du métier des armes comporte un certain nombre de risques, donc y compris celui de voir un partenaire retourner une arme contre vous. Et ce n'est pas à nous de commenter ces choses-là. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on peut constater, c'est une certaine maîtrise de l'escalade ou de la désescalade qui a permis un désengagement et de poursuivre l'activité comme prévu. Je ne ferai pas davantage de commentaires. Ça a été évoqué par le ministre des Affaires étrangères et également évoqué par la ministre déléguée. Donc je vous invite à reprendre leurs propos. Merci beaucoup. Bien évidemment, on reviendra sur Orion dans un prochain point presse. Avez-vous d'autres questions? Non. Alors, je voulais juste vous dire quelques mots sur Orion 3 également, qui est merci beaucoup Général, qui est une autre phase. Cette phase qui dure tout au long de l'exercice simule la montée en puissance des organisations de l'État dans un scénario d'engagement majeur en Europe, impliquant l'OTAN. Et l'objectif, c'est de maîtriser les effets et les rétroactions sur le territoire national d'une opération conduite à l'étranger. Il s'agit aussi d'identifier les besoins nécessaires aux armées et aux alliés dans le cadre de leur transit par le territoire français. Et en début de semaine, 2 journées de restitution sous forme de wargame interministériel ont permis de tester le scénario d'Orion 26 et d'en dégager des conclusions. Donc avec 12 ministères impliqués, Orion 26 s'inscrit dans une approche globale de défense collective. La défense de la nation, c'est bien l'affaire de tous. Merci beaucoup et je cède maintenant la parole au colonel Vernet pour le point sur les opérations militaires françaises. Merci Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Débutons ce tour d'horizon des opérations par le territoire national où Orion 4, ça a été évoqué, débutera dès la semaine prochaine et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'avril. Alors il s'agit de la dernière phase de cet exercice majeur. Celle-ci vise à éprouver la capacité des armées françaises à s'intégrer dans une structure de commandement et de contrôle otanienne. À travers cette ultime phase, Orion 26 vient renforcer l'interopérabilité et accroître la réactivité des forces alliées en consolidant les liens de confiance et la capacité d'action commune face à des menaces multiples et simultanées. Alors restons à proximité immédiate de la France pour parler de Monaco où, à l'occasion de la visite du pape Léon XIV, les armées françaises ont déployé samedi dernier un dispositif de sécurité mobilisant des forces des 3 armées. Conduit en coordination avec les autorités monégasques, ce dispositif a permis de sécuriser les approches aériennes, maritimes et terrestres de la principauté qui ont été intégrées pour l'occasion dans une bulle de protection. Cette action s'inscrit dans le cadre du traité franco-monégasque du 24 octobre 2002 par lequel la France assure la défense et la protection de l'intégrité territoriale de Monaco. Passons maintenant au Proche et au Moyen-Orient où les armées françaises maintiennent un dispositif réactif et adaptable permettant de faire face à tout type de situation. Alors, tout d'abord, en Méditerranée orientale, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval poursuivent leur mission au profit de la sécurité aérienne et maritime de la région. Le groupe aérien embarqué a réalisé plusieurs vols opérationnels en Méditerranée orientale, mais aussi en mer Noire, en coordination avec des partenaires régionaux. Ces vols contribuent directement à la protection de l'espace aérien chypriote, participent à la défense des intérêts français et entretiennent la capacité autonome d'appréciation de situation dans cette zone de tension. Ils contribuent en outre au renforcement de la surveillance des espaces maritimes et aériens du flanc est de l'Europe. Et ces missions menées en collaboration avec l'armée de l'air et de l'espace visent à affirmer l'attachement de la France à la liberté de navigation et son engagement aux côtés de ses alliés dans cette région. Elle démontre également la capacité du GAN à opérer simultanément sur 2 théâtres d'opération en parfaite synchronisation avec ses partenaires. En parallèle de cela, une frégate poursuit sa patrouille aux alentours de Chypre en coordination avec les partenaires européens présents, tandis qu'un porte-hélicoptère amphibie et une frégate, également déployés dans cette zone, maintiennent leur mission d'appréciation autonome de situation et également une appréciation en coopération avec le partenaire chypriote.
Tout en poursuivant ses activités opérationnelles, le groupe aéronaval a réalisé des vols qui prennent part au premier volet de l'exercice Neptune Strike 26-1 dans un scénario réaliste de ciblage et de destruction d'unités maritimes. Cet exercice a pour objectif d'affirmer la posture dissuasive de l'OTAN en mer Méditerranée et en mer Noire, avec des extensions en mer Baltique et en Europe de l'Est. Pour cette édition, des Rafales marines, un avion de guet aérien Hawkeye du groupe aérien embarqué ainsi qu'un avion de patrouille maritime Atlantique 2 ont été mobilisés. Passons au Liban, où la France honore ses engagements en faveur des forces armées libanaises, notamment par des actions de partenariat militaire opérationnel. Après 2 semaines, la section de stagiaires libanais accueillis à Salier a terminé sa formation dans le domaine de l'infanterie. Dans le même temps, 2 activités se sont déroulées à Tripoli au 1er régiment d'intervention. Une formation au tir au combat et aux techniques au combat corps à corps, ainsi qu'aux techniques de franchissement qui a été dispensée aux 70 stagiaires. Par ailleurs, la formation qualifiante sur la mise en œuvre de drones s'est terminée cette semaine. En parallèle, mardi 31 mars, le détachement de partenariat militaire opérationnel a procédé au déchargement de 39 véhicules de l'avant blindés, officiellement remis au FAL par les armées françaises. Capables d'embarquer chacun une dizaine de combattants, ces véhicules offrent aux forces libanaises une mobilité protégée pour opérer dans des zones à risque. Cette cession s'inscrit dans la continuité de l'appui concret et durable apporté par la France à l'armée libanaise afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité du pays. Au Levant, maintenant, les Rafales français ont réalisé 28 sorties opérationnelles la semaine dernière. Les forces françaises mettent en œuvre des moyens permettant la défense de l'espace aérien de nos partenaires, qui sont régulièrement ciblés par les forces iraniennes. Le dispositif en place au Levant, comme ailleurs au Proche et Moyen-Orient, reste strictement défensif. Aux Émirats arabes unis, les armées françaises maintiennent une posture défensive également en étroite collaboration avec le partenaire émirien. Organisée sous l'angle de la soutenabilité, la présence française dans la zone s'adapte en permanence et s'est récemment enrichi d'une patrouille de 2 hélicoptères Tigre de l'armée de terre afin de contribuer à la protection des emprises. Ce dispositif réactif et modulable apporte une réponse cohérente et adaptée aux menaces pesant sur les intérêts français ainsi qu'aux attaques visant nos partenaires. Dans la Corne de l'Afrique, la France maintient son engagement aux côtés de Djibouti dans le cadre du traité de coopération en matière de défense. Alors, du 22 au 29 mars, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D présents à Djibouti ont effectué 24 sorties aériennes. Ces vols s'inscrivent dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien et contribuent au maintien en conditions opérationnelles des équipages. Par ailleurs, les forces françaises à Djibouti confirment à nouveau leur rôle d'appui stratégique pour les bâtiments français opérant dans la zone. Participant au soutien de la posture défensive française dans la région, un avion de surveillance AWACS et un avion ravitailleur MRTT sont toujours déployés à Djibouti. Sur le plan maritime, cette semaine, la base navale de Djibouti a de nouveau accueilli une frégate pour une escale logistique. Revenons à l'Europe, les armées françaises restent pleinement intégrées sur le flanc est de l'Alliance, tout en maintenant leur pleine capacité opérationnelle. En Lituanie, tout d'abord, 4 Rafales biplaces français participent à la mission Baltic Air Policing, donc déployés depuis la base aérienne de Šiauliai. Ils assurent la posture permanente d'alerte depuis le 1er avril, et ceci jusqu'au 31 juillet 2026, aux côtés d'un détachement de l'armée de l'air portugaise. Fondée sur une contribution volontaire et un principe d'alternance entre alliés, cette mission voit pour la première fois la France tenir le rôle de nation cadre dans les pays baltes pour cette mission. Cet engagement illustre la solidarité de la France envers ses alliés et sa contribution à la posture défensive et dissuasive de l'OTAN. En Pologne, maintenant, le détachement français poursuit les formations dispensées au profit des forces armées ukrainiennes. 9 stages sont actuellement en cours dans plusieurs domaines clés du combat d'infanterie, auquel s'ajoute l'ouverture prochaine d'un stage supplémentaire, toujours consacré aux techniques de combat d'infanterie. La semaine a également été marquée par la clôture de plusieurs formations, dont le stage de secourisme au combat, conduit par le partenaire belge, et le stage de reconnaissance terrain. En Roumanie, maintenant, le 24 mars, le bataillon multinational de l'OTAN a mené avec succès l'exercice Eagle Arrow. Cet exercice d'envergure visait à évaluer la capacité des forces françaises, belges et luxembourgeoises à réagir rapidement en simulant un déploiement sur court préavis. Ce type d'entraînement contribue directement à renforcer la posture défensive de l'OTAN sur son flanc oriental et démontre la préparation et l'interopérabilité des forces alliées dans un contexte sécuritaire exigeant.
Toujours en Roumanie, les armées françaises participent entre le 31 mars et le 3 avril à l'exercice Sea Shield avec un détachement du groupement de plongeurs démineurs atlantiques. Il s'agit d'un exercice multinational organisé par les forces navales roumaines. Cette année, plusieurs milliers de militaires provenant de 12 pays alliés et partenaires participent à cet exercice roumain qui a vocation à renforcer l'interopérabilité des forces participantes ainsi que la sécurité maritime. L'exercice vise à faire travailler les participants dans différents types d'environnements et à les confronter à des situations complexes telles que les assauts coordonnés par la mer et dans les airs, des menaces hybrides et asymétriques, ainsi que des opérations de lutte contre les mines. En Finlande, les armées françaises déploient pour la première fois et de manière temporaire une unité baptisée Battle Unit Finland, BUF. Ce sont donc 180 soldats issus des troupes alpines de l'armée de terre. Ils sont intégrés au sein de la Jägerbrigade. Le BUF a donc pour mission principale de renforcer la coopération opérationnelle avec les forces finlandaises à travers divers exercices et entraînements. Il conduit également des exercices et des entraînements spécialisés en conditions grand froid, essentiels pour développer les compétences d'appui aux opérations dans l'environnement dans l'environnement arctique. Tournons-nous à présent vers l'Afrique, où les armées françaises demeurent engagées auprès de leurs partenaires. Au Gabon, pour commencer donc le 26 mars, à l'occasion d'un exercice Mass Casualty, le camp de Gaulle a simulé une bascule en configuration de crise. Les personnels chargés de la protection des emprises, les pompiers, les équipes médicales ainsi que les stagiaires des différentes écoles de formation du camp de Gaulle ont été engagés dans une simulation d'afflux massif de blessés. Un entraînement clé pour éprouver les chaînes de secours en conditions proches du réel. Parallèle de cela, une formation à la mise en œuvre de drones au profit des forces armées gabonaises est en cours. Cette séquence permet la formation simultanée d'une dizaine d'instructeurs drones ainsi que d'une vingtaine de télépilotes. Pleinement ancrée dans la stratégie partenariale franco-gabonaise, cette formation vise à anticiper la future cession de drones aux forces gabonaises par la constitution d'un vivier de formateurs et d'utilisateurs qualifiés. Elle facilite par là l'autonomie du partenaire dans la mise en œuvre, l'entretien et la gestion de ce futur parc de drones. En mer, du côté du golfe de Guinée, un patrouilleur de haute mer engagé dans la mission Corimbe a réalisé un entraînement conjoint avec la marine sénégalaise. Le PHM français et le patrouilleur de haute mer Kai-Or ont réalisé des exercices croisés de lutte anti-navire et de visite de bâtiments. Cette séquence a également permis des échanges dans le domaine de la formation et la mise en œuvre de drones, illustrant la vocation résolument partenariale de la mission Corimbe. Dirigeons-nous maintenant vers la zone Indo-Pacifique où les armées françaises engagent des moyens au profit des populations et du renforcement des coopérations régionales. Du côté de la Réunion, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les FASOI, ont participé à l'exercice Papang 26 aux côtés du porte-hélicoptère amphibie Dixmude et de moyens aéromaritimes séchellois et mauriciens. Dans un scénario tactique impliquant une catastrophe climatique et des actions de gestion de crise, les participants ont pu s'entraîner ensemble à la réalisation de modes opératoires tactiques complexes tels que des opérations aéroportées, des actions amphibies avec le plageage de griffons depuis le PHA. Les forces armées malgaches ont quant à elles apporté leur expertise drone. Cet exercice avait pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles communes en matière de sécurité et de gestion de crise dans la zone. Organisé tous les 2 ans, cet exercice constitue le volet militaire de la coopération multinationale entre les membres de la Commission de l'océan Indien dans le cadre de l'accord général de coopération qui a été signé en 1984. De ce côté, le groupe Jeanne d'Arc a également participé à cet exercice d'ampleur en apportant ses moyens nautiques, aériens et terrestres par des opérations de débarquement amphibie suivies de manœuvres interarmes appuyées par des hélicoptères. Papang 26 a fait travailler l'ensemble des chaînes de commandement et permis la mise en œuvre de tout type de véhicules, notamment des Griffons de l'armée de terre. Après plusieurs semaines de navigation et dans un contexte international profondément bouleversé, la cinématique de la mission Jeanne d'Arc 26 a été adaptée. Après son escale en Afrique du Sud, la mission mettra donc le cap sur les Amériques pour y conduire des partenariats dans le domaine de l'amphibie et des missions de souveraineté. Terminons ce tour d'horizon avec la zone Antilles-Guyane où les forces armées françaises poursuivent la lutte contre les trafics illicites tout en menant des actions de coopération avec les partenaires de la zone. En Guyane, tout d'abord, la lutte contre l'orpaillage illégal menée dans le cadre de l'opération Harpie se poursuit. Réalisée en appui de la gendarmerie nationale, ces actions visent à saisir,
ou détruire le matériel utilisé par les orpailleurs et à empêcher toute réimplantation des activités illicites. Toujours en Guyane, mais maintenant dans les eaux territoriales françaises, l'opération Mokaran de lutte contre la pêche illégale se conclut après 4 semaines de mobilisation. Cette opération aura permis la saisie de plus de 10 tonnes de poissons issus de la pêche illégale et de près de 32 km de filets, contribuant ainsi à la protection de nos zones économiques exclusives. Aux Antilles, maintenant, une section du 33e régiment d'infanterie de marine est déployée depuis le 23 mars à la Barbade dans le cadre du partenariat militaire opérationnel. Mené avec les forces de défense barbadiennes, ce partenariat s'articule autour d'un échange croisé entre les deux pays, une section barbadienne étant elle-même déployée en Martinique au sein du 33e RIMA. Cette séquence a permis un partage des savoir-faire dans les domaines du tir, des techniques de fouille de véhicules et de préparation d'une phase de combat. Cet échange bilatéral illustre la continuité du partenariat entre la France et la Barbade et contribue à renforcer l'interopérabilité dans cette zone. Et ceci conclut mon intervention. Bonjour, Monsieur Nivaros de National. J'ai plusieurs questions sur le détroit d'Ormuz. Une réunion a lieu aujourd'hui présidée par la Grande-Bretagne concernant la liberté de circulation basée sur les 35 pays signataires, dont la France du 19 mars sur le détroit. Mardi prochain, il y aura une réunion technique de suivi. Je pense plus au niveau militaire, d'après ce que j'ai compris. Donc je voulais savoir déjà si vous confirmez que la France y participera, si oui, à quel niveau. De deux, dans leur annonce de la réunion d'aujourd'hui, les Anglais ont dit que c'était la première fois qu'il y avait ce genre de réunion, ce qui est un peu surprenant au vu du fait que vous en avez aussi organisé une récemment. Donc en fait, à quel niveau vous vous coordonnez avec les Anglais là-dessus? Est-ce qu'il y a une coordination franco-britannique sur ces réunions? Troisièmement, j'en ai 4. Voilà, ça fait beaucoup. Ces deux-là sont sur les propos de l'amiral Nicolas Vaujour hier à la conférence de Paris sur le détroit. Il a dit qu'il n'y avait aucune indication qu'il y avait des mines au fond du détroit qui n'étaient pas minées. Comment le saviez-vous? Est-ce que vous avez, c'est vos propres services de renseignement ou est-ce que vous parlez aux Iraniens? Enfin, l'amiral a appelé la Chine à participer, à aider à rouvrir le détroit. Est-ce que vous pouvez clarifier, est-ce que vous attendez plus d'implication de la Chine? Est-ce que vous voudriez, par exemple, qu'ils rejoignent cette coalition de 35 pays dont on parle aujourd'hui et mardi? Merci. Beaucoup de questions donc, autour d'Ormuz. La question, enfin, il n'y a pas de compétition dans la paternité de l'initiative. En fait, vous avez bien compris qu'il y a 2 volets. Enfin, pour revenir à l'essentiel autour d'Ormuz, l'objectif, c'est de favoriser la reprise de la navigation. Aujourd'hui, la situation, c'est une entrave à la paix et à la prospérité pour l'ensemble du monde, la globalité de la planète. Donc, il faut trouver des solutions rapidement pour reprendre la navigation et travailler en faveur de la reprise de cette navigation. Pour ça, il faut d'abord qu'il y ait une cessation des hostilités, ou en tout cas un niveau de menace qui soit suffisamment faible pour qu'on puisse réaliser des opérations. Ensuite, il faut que la confiance soit rétablie. La confiance soit rétablie vis-à-vis des armateurs et des assureurs, parce que derrière, c'est très basique, c'est très technique. Pour pouvoir y aller, il faut que les premiums d'assurance soient accessibles aux compagnies qui vont envoyer du pétrole. Et une fois que tout ça est obtenu, il faut des garanties de sécurité aux bâtiments qui vont traverser. Et c'est là, et seulement là, que le volet militaire existe. Donc, les initiatives, elles sont de différents pieds, de différents niveaux. Donc, il y a une initiative de niveau politique qui a été donc annoncée par le Premier ministre Starmer. Comme ça a été annoncé de notre côté, il y a une initiative de niveau militaire qui est là pour la déclinaison et le fait, voir quels sont les États, les pays, les armées qui sont prêtes à participer et à apporter leur concours à cette initiative. Donc aujourd'hui, on est encore à l'état de recueil des volontés des différents pays. Une planification débute sur la base de ceux qui sont volontaires. C'est une planification militaire, ça prend du temps, surtout dans cette région où, effectivement, ça m'amène à la deuxième question, la question du renseignement. Aujourd'hui, la France n'est pas partie à cette opération dans une posture défensive. Nous avons notre renseignement, je ne reviendrai pas sur les propos de l'amiral Vaujour. Il parle, c'est du conditionnel. Nous avons des indications concernant les questions du minage. Mais ça reste... peut-être que la marine pourra
pourra apporter des précisions, mais je ne reviendrai pas personnellement sur les propos de l'amiral. Ensuite, sur l'appel à participation, donc ça revient un petit peu à mon propos du début. Aujourd'hui, il faut surtout favoriser la reprise du trafic. Et pour ça, toutes les initiatives, tous les apports seront nécessaires. Et parmi ces apports, il y a aussi la question des Iraniens. Il va falloir parler aux Iraniens. Ce détroit, il est aujourd'hui contrôlé par eux. Donc, tant que le niveau de menace et que la conflictualité est trop élevée, on ne pourra pas avancer. Donc effectivement, il y a une question de dialogue. C'est pour ça que je dis que c'est une initiative de différents pieds, politique, diplomatique, avec les acteurs du transport maritime et ensuite militaire. Bonjour, Jocelyn Zo de BFM TV. Pour revenir sur la question du détroit d'Ormuz, donc là pour l'instant vous êtes dans une opération de recueil des volontés, c'est ça, des différents pays. Est-ce que par rapport justement au point qu'on a évoqué précédemment, il y a des exercices particuliers, une préparation particulière, et en quoi consisterait une opération dans ce cas-là si d'autres phases venaient à être passées? Alors, on s'entraîne en permanence à tout type de situation. Là, actuellement, il n'y a pas de mise en œuvre. Enfin, je vous ai parlé dans ce tour d'horizon des opérations, d'exercices de déminage, de travail de sauveteurs, enfin de plongeurs démineurs. En fait, l'objectif des armées, c'est d'être prêt à toute éventualité. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un exercice Ormuz. Là, on cherche à comprendre le contour de ce qui serait possible. C'est une opération d'envergure. Si on veut pouvoir apporter des garanties compte tenu du trafic et des enjeux qui sont autour de ce détroit, il va falloir agréger un volume de bâtiments suffisant et avoir une capacité de coordination dans les airs, sur la mer, une capacité de partage de renseignements. Donc c'est tout ça une planification. On n'est pas là. Vous rentrez sur la partie tactique sur le terrain. La planification vise d'abord à voir tous les apports que peuvent donner les différents pays, voir les capacités de coordination communes. Et donc tout ça, ça prend forcément beaucoup de temps. Une question en audio, mon colonel. Aude Leroy, journaliste indépendante. Pourrions-nous avoir plus de détails sur l'expérimentation de lancement du drone américain par le SNA français? Combien de temps cela a duré? Pourquoi ce drone-là? Et quelle est la prochaine étape? Alors, on s'éloigne un petit peu des opérations et c'est plutôt une question qui relève de l'entraînement, de la formation et des capacités organiques de la marine. Est-ce que la marine peut répondre? On peut avoir un micro, s'il vous plaît? L'activité entre les Américains et les Français sur le sous-marin nucléaire d'attaque de type Suffren s'est déroulée pendant 4 jours, à la mi-mars, au large de Toulon. L'objectif de la France, c'est de pouvoir utiliser au maximum de ses capacités cette nouvelle capacité qui est ce qu'on appelle un DDS, un Dry Deck Shelter. Donc c'est un espèce de petit hangar qui est posé sur le pont des sous-marins. Et donc, pour pouvoir mettre en place un maximum de ses capacités, a décidé de faire du benchmarking auprès de ses partenaires qui utilisent déjà ces capacités. Les Américains le font et les Américains ont accepté, vu le partenariat de confiance que l'on a avec les Américains, de pouvoir accompagner les Français vers la capacité de réaliser cette action. Donc la réalisation de cette action, c'est une prouesse, ou en tout cas une capacité physique, mécanique de réaliser, ce qui ne veut pas dire que la France souhaite acheter en tout cas ces drones et des drones américains, mais ouvre la possibilité de réfléchir à acheter des drones sous-marins pour pouvoir réaliser des missions qu'elle pourrait imaginer faire derrière. Je suis Naomi O'Leary avec le Irish Times. C'est une question concernant l'opération éventuelle dans le droit de Ormuz. Et initialement, les discussions avaient été engagées avec 35 pays, je crois. Je voudrais demander si le nombre a-t-il changé, c'est augmenté ou diminué. Merci. Alors, donc
la première conférence, la première visioconférence qui avait été réalisée, c'était effectivement 35 pays. Je laisse le soin à chacun de ces pays de faire connaître leur position, et c'est pas à nous de parler à leur place. Donc un certain nombre de pays ont déjà rejoint l'organe de planification, ici à Balard. Pour ce qui est donc de ce qui a été annoncé par le Premier ministre Starmer, c'est le même chiffre. Donc tout porte à croire que ce sont les mêmes pays qui participent à cette initiative. Plus de questions? Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci à tous.